Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est par Rabat que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain Stéphane de Mistura a entamé sa première tournée régionale, l'occasion pour le Maroc de réitérer les fondamentaux de sa position, à savoir l'attachement du Royaume à la reprise du processus politique conduit sous l'égide exclusive de l'ONU pour parvenir à une solution politique sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie dans le cadre du processus des tables rondes en présence des 4 parties. Pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir le directeur de publication du Maroc diplomatique, Hassan Alaoui, en direct par téléphone avec nous depuis Casablanca. Bonjour Hassan Alaoui. Bonjour monsieur, cher ami. Alors, je pense que le cadre a été bien tracé hier par le Maroc. Les discussions se feront sur la base de ce qui est venu dans le discours royal lors de ces derniers anniversaires de la Marche verte, à savoir sous l'initiative de l'autonomie proposée par le Maroc. Alors, qu'en dites-vous? Tout à fait. Je dois, si vous permettez, souligner un élément très important, à savoir le communiqué qui a été publié hier à l'issue, si vous voulez, de l'entretien que M. Bourita a eu avec M. de Mistura. Je rappelle tout simplement que cette audience très très importante, elle était tenue quasi confidentielle parce qu'on ne sait pas quand M. de Mistura est arrivé, on ne sait pas comment, dans quelles conditions il est arrivé, par quelle capitale il est passé, toujours est-il que cela a été tenu secret, pas de communiqué qui a précédé les entretiens, et simplement un communiqué, si vous voulez, qui a sanctionné l'entretien, et ce communiqué, il est composé de 4 paragraphes, pas plus ni moins. Et comme vous disiez tout à l'heure, il est d'une clarté très très limpide. À savoir que les termes ont été vraiment choisis, parce que les 2 premiers paragraphes signalent et soulignent le contexte dans lequel M. de Mistura arrive au Maroc, et ensuite, les 2 autres paragraphes rappellent justement ou appelle plutôt à une tenue stricte, si vous voulez, de la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité qui a été votée donc fin octobre dernier. Et vous le disiez encore, donc c'est très précis finalement. On peut imaginer que la discussion peut-être entre les hauts responsables a été très, bien sûr, pertinente, mais très intense et peut-être très, très approfondie. Mais le résultat, si vous voulez, le communiqué qui sanctionne cette visite, il est aussi clair que court, vous savez. Et donc, et c'est vrai. Alors, bien sûr, comme vous le disiez, on s'en tient, si vous voulez, à cette résolution. Le Maroc s'en tient stricto sensu à cette résolution. Il ne veut pas en sortir. Et il rappelle, si vous voulez, l'esprit des résolutions qui ont été votées dans ce sillage depuis avril 2007. Il rappelle justement les termes à l'époque utilisés par les Nations Unies qui mettaient en évidence l'esprit de réalisme et de compromis, la solution politique réaliste, vous voyez, je répète, le pragmatisme, la durabilité et surtout le compromis. Et on se souvient qu'en 2007, la résolution donc d'avril 2007, quand elle avait été publiée et que le Maroc avait proposé, si vous voulez, le plan d'autonomie, c'est-à-dire la solution politique à cette époque, toutes les puissances et beaucoup de pays qui constituent, si vous voulez, les Nations Unies, qui appartiennent aux Nations Unies, avaient souligné, si vous voulez, ces critères qui sont donc la solution politique, le réalisme, le pragmatisme
et la durabilité. Alors, Hassan Alaoui, oui, sans vous interrompre, il y a quand même, vous l'avez souligné, d'ailleurs, c'est venu dans le communiqué, le Maroc qui insiste sur la reprise donc, des discussions ou la reprise en tout cas du processus politique, la poursuite même, je dirais, de ce processus politique. Pensez-vous qu'aujourd'hui, toutes les parties sont sur la même dynamique? Non, c'est la volonté royale qui a été réaffirmée encore dans ce communiqué, n'est-ce pas? Mais il se trouve qu'il y a quand même un petit problème, un souci, si vous voulez, c'est que le processus politique qui est concrétisé par l'organisation des tables rondes, comme il en a été question et comme il en a été réalisé depuis quelques années, l'Algérie n'y adhère plus, tout simplement. Elle a rompu un peu, elle a exprimé sa volonté parce qu'elle a refusé le format des tables réunissant les 4 parties. Je veux dire les 3 pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, et évidemment le Polisario qui simplement qui n'est pas un État, qui n'est pas une nation, qui n'est pas un pays. Donc cette table, si vous voulez qu'on peut appeler table ronde à 4, n'est-ce pas? Elle est maintenant l'enjeu, si vous voulez, à la fois de la résolution 2602 et en même temps de l'avenir de la mission de l'émissaire de monsieur, je veux dire, des Nations Unies. De Mistura. Donc, on s'en tient là. Il y a l'esprit, je veux dire, qui doit régner autour de cette rencontre, l'esprit donc du Conseil de sécurité et de la résolution, mais il y a aussi le refus pratiquement exprimé, affiché du gouvernement algérien qui s'oppose à ce processus et, avec votre permission, je dirais qu'il sabote tout simplement le processus, si vous voulez, de règlement du conflit. Voilà. Alors, si on voit le contexte actuel assez tendu, notamment entre Rabat et Alger, pensez-vous que de Mistura a plus de chances que ses prédécesseurs de pouvoir parvenir à des solutions tangibles, à des résultats concrets? J'ai compris votre question. Seulement, de la part de M. de Mistura, on ne connaît pour l'instant rien. C'est vraiment pratiquement la première fois qu'il s'exprime, je veux dire, qu'il est en action, c'est-à-dire sur le terrain. Et on ne peut pas préjuger quoi que ce soit parce que lui-même est en train, si vous voulez, de tâter le pouls avant d'engager quoi que ce soit. C'est tant est qu'on puisse croire qu'il va réussir à engager ce processus dont nous venons de parler. Et évidemment, avoir une chance par rapport à ses prédécesseurs ou non, on ne peut pas préjuger, pardonnez-moi. Parce que pour le moment, il est en train lui-même de découvrir un peu les paramètres, les complications, le langage des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'il faut lui laisser le temps, peut-être, afin qu'il prenne la température, qu'il fasse, je veux dire, ce qu'on appelle l'exercice de l'écoute, hein, et qu'il enregistre les doléances de part et d'autre, les avis, je dirais, et aussi, voire même un petit peu les critiques, ce qui est absolument logique dans ce genre de négociation. Et donc, préjuger qu'il va réussir ou pas, nous savons très bien que les prédécesseurs de M. de Mistura ont toujours buté jusqu'au dernier, je veux dire, émissaire qui s'appelait M. Horst Kohler, ils ont toujours buté sur la question centrale, ce que M. Bourita appelle les fondamentaux du royaume, donc, qui sont d'ailleurs rappelés dans les 2 derniers discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, et qui sont évidemment la solution politique et la bonne volonté qui doit être exprimée. Et donc, M. de Mistura est encore de nouveau confronté, et il n'a pas encore commencé sa mission, qu'il est déjà, d'ores et déjà, confronté, si vous voulez, à un obstacle, celui de l'adhésion au principe des Nations Unies de l'Algérie. Donc,
je ne sais pas du tout comment ça peut se dérouler parce que le gouvernement algérien ne peut plus continuer à se dérober, à se défier comme ça. Il faut qu'il accepte l'esprit et qu'il respecte aussi la volonté du Conseil de sécurité, donc de la communauté internationale, qui a été exprimée par la résolution 2602. Et si l'Algérie ne s'associe pas, n'adhère pas à ce credo, eh bien, écoutez, évidemment, la mission de M. de Mistura sera tout simplement, elle tombera, comme on dit, à l'eau, comme celle de son prédécesseur lointain qui s'appelait Christopher Ross, qui est toujours un adepte, un soutien, j'allais dire, affiché du gouvernement algérien et du Polisario. Donc, alors, Hassan, oui. Hassan Alaoui, si je peux me permettre, juste pour avancer un peu, quand on voit aujourd'hui la hausse du nombre de pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara, qui s'affirme d'ailleurs à travers les différentes ouvertures de consulats et de représentations diplomatiques dans les provinces du Sud, ne pensez-vous pas que cela constitue un poids de plus dans la balance pour le Maroc pour pouvoir davantage orienter les discussions vers ce compromis sous la base de l'initiative d'autonomie? Tout à fait. Alors, il y a deux dimensions dans votre question. Il y a la majorité des États qui sont membres des Nations Unies. C'est une grande majorité qui reconnaissent le droit au Maroc, qui soutiennent l'initiative du Maroc, qui s'expriment évidemment à quelque niveau que ce soit pour une solution politique, n'est-ce pas? Et il y a tout de suite, si vous voulez, les soutiens, je dirais, continentaux, par exemple en Afrique, où il y a à peu près presque une cinquantaine d'États qui soutiennent l'initiative du Maroc. Ils soutiennent une cinquantaine d'États africains. Le continent africain, c'est très important. D'où, évidemment, est issue, depuis un an maintenant, plus qu'une vingtaine de pays qui ont inauguré un consulat dans les provinces sahariennes. Et c'est un poids important, parce que là, c'est une dynamique qui a été renversée depuis le retour du Maroc à l'Union africaine en janvier 2017. C'est vraiment un retournement spectaculaire et donc une sorte de renversement, si vous voulez, du processus et de la dynamique. Et évidemment, le Maroc se réjouit, si vous voulez, de ce renversement, se réjouit aussi que la question de ce qu'on appelle, entre guillemets, la RAST, cette République fantoche, soit posée au niveau de l'Union africaine, parce que les voix s'élèvent, s'expriment pour finalement finir par demander l'exclusion d'un mouvement fantoche, si vous voulez, qui est une construction fictive, chimérique du gouvernement algérien. Et on le sait de plus en plus aujourd'hui. On le sait parce qu'on est de plus en plus convaincus, si vous voulez, à la fois de cette espèce de hold-up historique et en même temps de la manœuvre algérienne et surtout de la complication que cette histoire du Polisario crée, je dirais, dans la région, et notamment, vous le voyez, au Mali, où il y a maintenant l'émergence, le retour de la violence et du terrorisme, n'est-ce pas? Et donc, on mesure, l'Europe même est en train de mesurer, si vous voulez, l'histoire de ce no man's land du Sahel. Oui. Hassan Alaoui, peut-être une dernière question. C'est pour, on parlait donc du contexte difficile dans lequel entame sa mission donc l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. On a évoqué le cas donc de ces avancées constatées en termes de reconnaissance sur la marocanité du Sahara. Si on avait à résumer globalement, à quel type d'avancée s'attendre, entre guillemets, on l'avait peut-être évoqué tout à l'heure, mais à quel type d'avancée s'attendre en résumé avec des Mistura? Alors, écoutez, les avancées, et évidemment la mission de Mistura s'inscrivent dans un contexte maintenant nouveau, inédit. Nous savons que depuis la reconnaissance par Trump de la marocanité du Sahara il y a un peu plus de 12 mois,
a précipité un petit peu une évolution à laquelle maintenant on doit être attentif. Et les succès du Maroc, je dirais d'abord sur le plan intérieur, c'est-à-dire la stabilité dans les provinces du Sahara, les investissements engagés, les projets portuaires, comment dirais-je, tout ce qui est en train de se faire au Sahara, infrastructurellement, par exemple, ça joue, si vous voulez, en faveur, si vous voulez, du Maroc et de l'adhésion des pays qui comprennent maintenant le véritable enjeu que la réalité, elle est maîtrisée par le Maroc qui, évidemment, est très présent. Mais l'atout maintenant du Maroc, et évidemment qui peut inspirer M. de Mistura, c'est que le Maroc, c'est un pays qui travaille son Sahara, qui a fait, je veux dire, des miracles, c'est le cas de le dire, je n'exagère rien, pour, je veux dire, développer ces provinces et les intégrer comme il faut dans un contexte évident, dans un contexte qui bouge aujourd'hui dans le sens où les Nations Unies, la communauté internationale peut se rendre à l'évidence que le développement au Sahara, c'est aussi un atout pour le Maroc. Et donc, de Mistura, il va quand même constater ça, n'est-ce pas, même s'il ne se rend pas cette fois-ci peut-être déjà dans les provinces, mais il a de visu, il a quand même enregistré au cours de cette visite la volonté du Maroc d'aller de l'avant. Donc, ce qui se passe, c'est que les atouts pour le Maroc sont extraordinaires et notre pays, je veux dire le Maroc, peut évidemment s'enorgueillir de ce qu'il a fait jusqu'ici depuis 46 ans. Contexte donc favorable pour le Maroc. Merci à vous, Hassan Alaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Maroc diplomatique. Vous étiez en direct avec nous par téléphone depuis Casablanca. Bonne journée à vous, Hassan Alaoui. Merci, cher ami. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.